On passe au symposium Sanofi. J'appelle professeur Sarraj, donc, le doyen de la faculté de médecine d'Oujda, interniste. J'appelle professeur Abil Qasim, que vous connaissez, donc pédiatre à l'hôpital militaire d'instruction de Rabat. Il s'intéresse beaucoup aux maladies métaboliques. Voilà. Je vous laisse le soin de présenter Sebous-Kraoui qu'on ne connaît pas, donc il vient de loin. Bien, merci cher ami. On passe peut-être d'un cadre pathologique qui relève plus de la pathologie courante de ville à un cadre un peu plus pointu de maladies réputées rares, mais en fait beaucoup plus sous-estimées que rares et sous-diagnostiquées. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle il est important de faire ce genre de symposium. En l'occurrence, ce présent symposium qui est sponsorisé par les laboratoires Sanofi, Genzyme, qu'on remercie au passage pour leur participation active et régulière. La première intervention sera faite par professeur Bous-Kraoui, que vous ne connaissez pas, d'après ce que j'ai entendu. Professeur Bous-Kraoui, qui est pour moi personnellement, c'est un grand frère, un grand ami, et qui est bien sûr le doyen de la faculté de médecine pharmacie de Marrakech et le chef de service de pédiatrie au CHU de Marrakech, qui va nous parler de la mucopolysaccharidose type 1, quand y penser et comment la traiter. Et donc on va le suivre avec un très très grand plaisir. À vous la parole, cher ami. Merci beaucoup, cher ami. Je pense après la peau, l'œil et les dents. Donc nous allons parler de ce fameux lysosome, cette simple organite. Alors ça bouge pas. Voilà. Cette organite intracellulaire qui va contenir un certain nombre d'enzymes pour dégrader un certain nombre de substances. Et donc, je ne vais pas oser, fin de la matinée, de citer tous les rôles de lysosomes, comme l'accumulation des autophagosomes, comme le dysfonctionnement mitochondrial, l'augmentation du stress oxydatif, etc. Mais mon souci aujourd'hui de faire avec vous une présentation pratique. Et donc, vous savez, ces lysosomes, ils ont un rôle, bien sûr, de dégrader un certain nombre de substances, qui sont les GAG. Et lorsque ces gamma-aminoglycanes ne sont pas dégradés, ils vont s'accumuler dans la cellule. Alors, sur le plan pratique, comment ça se passe? Ils vont s'accumuler, ils vont gonfler les cellules, et l'atteinte va être multisystémique. Bien sûr, il y a un intervalle libre, et après, tous les organes où il y a des lysosomes, il y aura une infiltration au niveau du foie, de la rate, le système réticulo-endothélial, etc. Donc, en l'absence d'enzymes, il y a cette voie de dégradation qui est bloquée et les lysosomes vont se remplir de GAG et donc ils vont gonfler les différentes cellules et vous aurez une hépatosplenomégalie et d'autres atteintes. Alors, sur le plan pratique, les maladies lysosomales, de manière générale, sont des maladies héréditaires et sont dues à des déficiences enzymatiques. Il y a une hétérogénéité, et on compte plus de 50 maladies, et surviennent après un intervalle libre. Et ce sont donc des maladies progressives. Ils touchent plusieurs organes, comme on a vu, là où il y a des lysosomes. Intérêt d'un diagnostic précoce, puisqu'il y a un traitement qui existe, avec des opportunités récentes dans notre contexte marocain pour traiter ces malades, parce que ce qui est très important, ce n'est pas de faire un diagnostic, mais le faire de manière précoce pour assurer une meilleure qualité de vie de ces enfants. Et donc, ces maladies lysosomales, elles sont hétérogènes. Vous avez du Fabry, vous avez tout ce que vous voulez, du Hurler, du Hunter, tout ce que vous voulez. Eh bien, au sein des mucopolysaccharidoses, nous avons fait un choix aujourd'hui de vous parler que de la maladie d'Hurler. Mais avant d'aller vers l'avant, cette maladie d'Hurler, est-ce que vous pouvez scanner rapidement et
on verra est-ce qu'il y a des choses qui sont claires dans votre esprit. Scannez rapidement. Ben, j'ai besoin d'une vingtaine. Vous pouvez scanner directement d'une vingtaine d'avis. Ça me permet d'avoir d'accord, une préévaluation. Prends ton temps, cher ami, ne t'inquiète pas, ne te stresse pas. Hein? On n'est pas obligé de terminer l'exposé. Ce qui est important, c'est de passer un certain nombre de messages de manière claire, évidente, sans souci. Et de faire un peu d'interaction. Est-ce que vous arrivez à scanner? C'est bon? Très bien. Alors, je pense qu'on va y aller. D'accord? Sinon, je serai sanctionné au niveau du temps. Ma première question est, au cours de la mucopolysaccharidose type 1, on retrouve un déficit, d'accord, en aryl sulfatase, en hydrorinidase sulfatase, N-acétyl galacto sulfatase, kératane sulfatase ou alpha-L et hydroronidase. Allez-y, c'est un peu chinois, d'accord? Ah ben très bien, je suis très ravi que pour un truc un peu difficile à mémoriser, vous arrivez à faire, d'accord, à la majorité fasse la bonne réponse. J'avance. Alors, en ce qui concerne la mucopolysaccharidose type 1, la forme la plus fréquente au Maroc, est-ce que c'est Hurler? Est-ce que c'est Hurler-Chi? Est-ce que c'est Chi ou Chichi? D'accord? D'accord? Hein? Pas de souci, cher ami. Oh, il y a déjà plus de 40 qui ont répondu. D'accord? Ah, là, il y a un souci. Ce n'est pas Hurler qui est plus fréquent, mais c'est la forme intermédiaire. D'accord? Voilà. Il y a les gens qui ont centralisé les données, un aperçu un peu national, les cas nationaux sont colligés, d'accord? Et c'est la forme intermédiaire qui est là. Bref, très bien, on avance. Donc finalement, voilà, c'est cette forme intermédiaire, là, Hurler-Chi, d'accord, qui est la plus fréquente par rapport à l'Hurler, qui est la forme sévère, et Chi, qui est la forme la plus atténuée. D'accord? Est-ce que c'est clair? Très bien. Voilà. Alors, une autre question. Parmi les signes suivants évocateurs d'une mucopolysaccharide type 1, lequel ou lesquels est ou sont les plus fréquents? Est-ce que c'est les infections urinaires à répétition? Est-ce que c'est le retard de croissance? Est-ce que la sévérité de l'atteinte articulaire initiale, l'hypertension ou la syphose dorso-lombaire? Ah ben bravo, c'est le retard de croissance et la syphose. Hein? J'avance. Alors, l'atteinte multisystémique dans la mucopolysaccharidose la plus fréquente est-ce que c'est la splénomégalie, l'hypertension, Metzerbouch, le syndrome du canal carpien, les opacités cornéennes, l'ostéocondensation diffuse? Ah, vous n'avez pas voté les opacités cornéennes. Ah, voilà. On avance. Eh bien, finalement, je peux vous dire que l'atteinte dans l'aspect clinique d'une mucopolysaccharidose va associer un aspect dysmorphique qui va augmenter avec l'âge et une atteinte multisystémique très diverse et qui va se compléter avec l'âge. On va revenir à tout ça. Regardez une série, ce qui est fréquent, c'est le retard de croissance, c'est le retard de développement psychomoteur, d'accord? C'est la distension de l'abdomen, etc. Et puis, la dysmorphie, elle est classique. Vous avez les cheveux hirschutiques, vous avez la macroglossie et la lèvre épaissie, vous avez l'hypertrophie des gencives, et là, on a avec notre collègue de la médecine dentaire, ce sont des dents petites, spacées, avec des émails de mauvaise qualité, la macrocranie avec un aspect de scaphocéphalie, de l'hypertellurisme et
d'accord, l'encelure nasale de nez avec des narines larges et inversées. Voilà, pour la dysmorphie qui va augmenter avec l'âge. Et puis, vous avez le retard de croissance. C'est très important, d'accord. Nous, les pédiatres, lorsqu'on va donner tant d'importance, d'accord, à la croissance, là, on ne peut pas rater le diagnostic, d'accord, lorsque ce retard de croissance va s'associer à d'autres anomalies. Je passe, eh bien, je reviens sur le lysosome. Pourquoi ce retard de croissance? Parce que le lysosome, il est à l'intersection de la croissance et de la destruction cellulaire. Il a en même temps des propriétés anti- et pro-croissance. C'est-à-dire les produits de catabolisme vont servir, d'accord, à l'anabolisme par la suite. Et ce retard de croissance, il y a plusieurs facteurs qui s'impliquent. Vous avez le problème des gags, les facteurs de croissance, l'autophagie, l'inflammation, etc. Mais sachez que les gags qu'ils vont faire, ils sont des co-récepteurs aux facteurs de croissance. Lorsque ça ne marche pas, ça ne va pas marcher pour la croissance. Et retenez aussi, au niveau du cartilage, ces chondrocytes hypertrophiés pathologiques qui vont retentir sur la croissance endochondrale. Et donc, il y aura un retard de croissance. Bien sûr, les déformations, les raideurs vont porter essentiellement sur la flexion, fréquente des flexomes. Il y aura des doigts trapus raccourcis. Vous avez les mains en griffe qui sont dues à cette camptodactylie, mais surtout ce fameux canal carpien. Lorsque vous avez un canal carpien avant 30 ans, il faut évoquer la mucopolysaccharidose, d'accord, de manière très nette. Bien sûr, vous avez aussi les dysplasies épiphysaires, les dysplasies de hanche, tout ça, ça se complète. Au niveau de rachis, vous avez ce fameux aspect en rostre, cette vertèbre aplatie. Vous avez aussi parfois une pathologie odontaire avec le risque neurologique. Et vous avez cet aspect au niveau du crâne d'aspect en G inversé. Donc finalement, cette pathologie osseuse au cours de la mucopolysaccharidose va s'expliquer par le dysfonctionnement des osteoclastes, des ostéoclastes, des chondrocytes, et il y aura une artère osseuse qui est pathologique. Surtout, ce stockage de gags augmenté, essentiellement, va aboutir à une inflammation chronique progressive. Ces fameuses gags accumulées vont stimuler le récepteur TL4 qui va entraîner une dégénérescence de cartilage, ce qui vous explique la pathologie articulaire au cours des mucopolysaccharidoses. Là, vous avez un algorithme qui va de retard de croissance à la limitation de la mobilité articulaire, avec une évaluation radiologique. Lorsqu'il est normal, on va vers autre anomalie. S'il est anormal, il faut évoquer la MPS ou autres troubles. Bien sûr, il y aura d'autres signes associés sur lesquels nous allons revenir. Bien sûr, il y a des manifestations orales qui s'expliquent par les otites itératives, les désustoses, l'accumulation des gags, mais ce n'est pas aussi simple, cette atteinte neurosensorielle, d'accord, qui génère la surdité au cours de la mucopolysaccharidose, parce qu'il y a les infections chroniques, il y a les déformités des osselets, les dommages de la mécanico-cochléaire et les dommages rétrocochléaires par accumulation des gags avec des difficultés de transmission et des difficultés neurosensorielles. Sur le plan respiratoire, il y aura des rhinorrhées qui traînent de l'hypertrophie adénoïde et un syndrome restrictif. Pourquoi? Parce qu'il y a une restriction de l'amplitude thoracique, parce qu'il y a une déformation rachidienne et parce qu'il y a une infiltration, d'accord, des différentes muqueuses. Sur le plan cardiaque, vous allez avoir, à cause de la valvulopathie, de la myocardiopathie, de l'hypertension artérielle, un certain nombre de signes cliniques. Bien sûr, en dehors de les opacités cornéennes restent classiques. Hein. Je passe les hernies, et surtout
récidivante après une chirurgie souvent de grande taille, inguinale, ombilicale. Je passe sur les manifestations cliniques avec un début avant 1 an et 6 mois. Et là aussi, vous voyez, le diagnostic précoce va se faire très rapidement avec Hurler parce qu'il est plus expressif très tôt, d'accord, dans la vie. Je passe sur le profil des patients parce que je pense que le temps commence en train de filer, d'accord. Et le diagnostic de la MPS repose sur quoi? Est-ce qu'il repose sur la chromatographie des urines, la biologie moléculaire, le dosage de l'activité enzymatique, ou vous ne savez pas? Allez-y. Allez-y, allez-y. Ah. Vous avez parlé d'emblée, la majorité d'emblée de l'usage de l'activité enzymatique. Je vous explique. Lorsqu'il y a une histoire clinique qui évoque une MPS, bien sûr, on commence d'abord par le dosage des GAG dans les urines, des gamma-aminoglycanes, puis il y aura l'étude de l'activité enzymatique au niveau des leucocytes, et bien sûr, l'étude génétique, il est inséparable, d'accord, d'une meilleure prise en charge de malades. Je passe, ça c'est le malade, les GAG avant traitement et se sont abaissés après traitement pour 2 malades. La transmission de la MPS, est-ce qu'il est, à votre avis, lié à l'X, autosomique récessive, autosomique dominante, ou vous ne savez pas? Ah ben c'est très bien, autosomique récessive. Vous savez, dans les maladies lysosomales, le mode de transmission le plus fréquent, il est autosomique récessif, à part inter et fabri, où c'est lié à l'X. D'accord? Très bien. Voilà la conformation génétique pour nos 2 malades. Je n'ai pas beaucoup de temps. Et puis là, je n'aurai pas le temps pour vous exposer cet algorithme qui va vous aider. Selon qu'il y a une syphose, déformation, gibbosité, qu'il y a un retard cognitif ou non, et donc il peut s'associer à 2 signes dans les 2 colonnes, et ça va aboutir soit à une suspicion clinique de phénotype sévère de MPS 1, soit à un diagnostic de phénotype atténué de MPS 1. Je passe, j'essaie de contrôler le temps. Alors, dernière question pour ne pas vous embêter. Les traitements disponibles pour MPS 100, est-ce que c'est la thérapie génétique? Est-ce que c'est les chaperons, la greffe de moelle, la substitution enzymatique ou la chimiothérapie? L'hématologiste, il est en train... Qu'est-ce qu'il vient faire la chimiothérapie ici? Alors... Ben on verra, j'ai essayé un peu de palper vos connaissances en avance. Voilà, les différentes approches thérapeutiques. On peut dire qu'il y a des défauts génétiques, donc on peut proposer une thérapie génique, mais est-ce qu'il est disponible? Non. Défauts enzymatiques, donc on peut proposer une enzymothérapie substitutive. Je passe sur les chaperons, c'est du chinois, et je peux parler de la greffe de la moelle osseuse. Accumulation de substrat, on peut dire, est-ce qu'il n'y a pas de médicaments qui vont réduire le substrat? Voilà finalement, grosso modo, les aspects thérapeutiques. Et donc, il y a un déficit enzymatique en alpha-L-hédoronidase, comme vous l'avez constaté au début. Il y a une enzyme de remplacement, aldorazine, et il y aura des perfusions de 2 à 6 heures hebdomadaires, bimensuelles. On va revenir aux effets secondaires. C'est un traitement substitutif, donc il est à vie, et on peut suivre, lorsque l'enfant a l'âge de la marche, l'état du foie, le volume de la rate, la capacité vitale, lorsqu'on a la possibilité de mesurer la capacité vitale, et puis le dosage des GAG urinaires, comme vous l'avez constaté, chez nos 2 malades, ils sont baissés après le traitement. Voilà les types d'effets secondaires et leur gestion. Que ce soit des effets minimes, modérés, sévères, il y a une attitude à proposer, d'accord? Stopper la perfusion, il y a des choses à proposer.
Et puis sur l'algorithme thérapeutique, en général, c'est un traitement substitutif. La greffe ne pourra proposer que si le quotient intellectuel au-delà de 70 sans délai. Et bien sûr, comme vous l'avez constaté, dans ce raisonnement, cet algorithme, on va raisonner selon l'âge, les paramètres qui interviennent, le phénotype et l'atteinte neurologique. Bien sûr, l'enzymothérapie ne passe pas la barrière, ça c'est un problème, les travaux sont en cours. Et puis lorsqu'on traite par l'enzymothérapie, regardez en rose, garçon, fille, la croissance s'améliore par rapport aux malades non traités en bleu. Et puis on peut proposer une greffe de moelle dans certains centres en étranger. Et puis on peut proposer un traitement combiné, parce que vous savez, même la greffe de moelle ne va pas suffire, il faut la combiner, d'accord, à l'enzymothérapie. La thérapie génique, je passe, c'est de l'avenir. Et puis, bien sûr, on n'oublie pas que c'est une approche globale de la prise en charge de l'enfant. Il y a un certain nombre de traitements comme l'enzymothérapie de substitution, mais n'oubliez pas qu'il y a la chirurgie qui peut intervenir, la réhabilitation nutritionnelle, le traitement de la douleur, le traitement de l'épilepsie. Donc, c'est l'approche globale de l'enfant, d'accord, en neurologie. Ça, c'est nos malades. Vous savez que malheureusement, ce sont des diagnostics tardifs et sans ce traitement, mais on a fait l'ablation des végétations, on a essayé de corriger l'acuité visuelle, de faire un corset pour la scoliose, de faire de la kiné, d'accord, etc. Et donc, finalement, la thérapie enzymatique, bien sûr, c'est un moyen thérapeutique aujourd'hui que nous sommes en train d'utiliser. Mais bien sûr, il y a des contraintes d'immunogénicité, parfois il y a des réactions secondaires, donc l'état d'immunité devrait être surveillé. La demi-vie courte, multiplier les perfusions 2 fois par hebdomadaire, bimensuel, etc. Ce n'est pas évident avec des perfusions de 2 à 6 heures, etc. Donc il faut améliorer la demi-vie, il faut le passage au niveau de liquide céphalo-rachidien devrait être amélioré, etc. Et l'avenir, bien sûr, c'est perfuser, d'accord, in utero, lorsqu'on fait un diagnostic en antinatal, c'est de perfuser l'enzyme manquante. Et bonne nouvelle au Maroc, c'est regarder avant la couverture sanitaire universelle, certains malades ne bénéficiaient pas de ce traitement. Maintenant, après la couverture sanitaire universelle, avec l'AMO, avec Tadamon, donc, il y a des horizons qui s'ouvrent, d'accord, pour nos petits malades. Je vous remercie. Merci, professeur Bouskraoui, pour ce tour d'horizon. Peut-être avant de passer à l'autre présentation, on prendra 2 ou 3 questions, l'audience. Est-ce qu'il y a des questions pour professeur Bouskraoui? Si Abel Qassem, tu peux parler de ton expérience aussi. Merci, M. Bouskraoui. Je te remercie d'abord de la qualité de votre présentation. Donc, effectivement, actuellement, depuis les dernières années, donc, au Maroc, on a plusieurs malades qui sont sous traitement substitutif. Donc, nous, à l'hôpital militaire Mohamed V de Rabat, on a actuellement 18 malades qui sont sous traitement substitutif. Donc, et je pense aussi chez Madame Krioul aussi à l'hôpital d'enfants de Rabat, à Marrakech, à Casablanca, donc à Fès aussi. Donc peut-être qu'on est en train de voir que le nombre de malades, il s'accumule. Donc on a beaucoup de malades. On fait des diagnostics actuellement à des phases précoces de la vie. D'ailleurs, on a déjà des malades qu'on a fait le diagnostic à l'âge de 13 mois, à l'âge de 15 mois. On est en train de voir comment on peut faire la greffe de moelle osseuse. Actuellement, donc, nos étudiants, nos résidents, ils sont sensibilisés pour ces maladies-là et on pense à ces maladies rapidement. Et on a quand même un élément important qui nous aide pour le diagnostic, c'est actuellement le laboratoire Genzyme et nous donne la possibilité de faire l'étude de l'activité enzymatique et l'étude génétique gratuitement. Donc c'est très important. Là, chaque fois qu'on pense à ces maladies-là, on a rapidement, la main, il est facile pour faire le diagnostic précocement et pour commencer le traitement rapidement. Et actuellement, il y a toute parce que le diagnostic, on fait le diagnostic, mais le traitement, il nécessite l'intervention de plusieurs spécialistes
Et actuellement, on a dans chaque centre, il y a des médecins qui s'occupent de ces malades-là, les cardiologues, parce qu'on a besoin du cardiologue pédiatre, on a besoin du pneumologue, on a besoin de l'orthopédiste, on a besoin de l'ORL, l'ophtalmo. Donc, quand même, il y a un certain nombre de médecins l'axe, c'est cette maladie-là. Je pense qu'on pense ces dernières années à bien s'occuper de ces malades-là, puisqu'on a le traitement est disponible, et même les ramédistes, la CNSS, le CNOPS, donc tous les malades, tous les patients, ils profitent du traitement actuellement. Donc c'est très important de faire, chaque fois qu'on fait le diagnostic le plus tôt possible, c'est mieux pour nos patients et pour les malades. Voilà. Madame Chida. Je me permets de faire un petit commentaire. Bien sûr. Pour les pédiatres qui sont dans la salle, Ouais. il y a des signes précoces auxquels il faut penser, surtout l'hypertrophie des végétations adénoïdes, le renflement nocturne et la macroglossie, avec surtout des apnées du sommeil. Pensez-y, pensez aux mucopolysaccharidoses et demandez à l'enfant de lever les mains. S'il a des raideurs, s'il n'arrive pas à lever les mains, c'est une mucopolysaccharidose jusqu'à preuve du contraire. Aussi, c'est un diagnostic différencié de l'hypothyroïdie avec cette hernie ombilicale, la macroglossie, l'infiltration des voies aériennes supérieures. Donc, si ce n'est pas une hypothyroïdie, pensez à doser les gags aussi. S'il vous plaît. Oui, merci. Juste un commentaire. Hein. Moi, quand je vous entends, ça me ramène à quelques années en arrière. Ouais. Et je me rappelle, lors des briefings qu'on faisait au service il y a quelques années, j'avais eu le privilège de présenter le premier cas de Hurler connu et de faire un petit peu la revue de la littérature à cette époque-là. Et malheureusement, on faisait le diagnostic, mais on avait les mains liées. Et là, maintenant, je comprends votre engouement pour cette affection qui est rare, bon, mais qui est maintenant bénéficie de possibilités de traitement. Et je vous félicite un petit peu pour l'intérêt que vous prenez pour cette affection et puis pour les autres maladies métaboliques. Voilà. À l'époque, on faisait l'examen ophtalmo, opacité cornéenne, le rachis, l'aspect de Rost, voilà. Le myelogramme avec les cellules spumeuses et tout ça. C'est comme ça qu'on faisait le diagnostic, mais souvent tardivement, avec un retard cognitif, etc. Et comme tu l'as bien dit, maintenant, pourquoi on s'acharne? Parce qu'il y a un traitement substitutif enzymatique qui peut changer la vie de malade. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. S'il vous plaît. À droite, là. Oui, professeur Khorasani. Merci. En fait, merci, c'est une brillante présentation. Et alors, je vais faire le commentaire juste par rapport à la greffe de moelle et la place de la greffe de moelle et en tant que greffeur. Et, enfin, moi, j'étais à Lyon en 2000 dans le centre de greffe de moelle. Et là, on greffait, c'était un centre spécifique de greffe de moelle. Enfin, c'était les allogéniques, donc c'est pas l'auto, c'est de l'allogreffe. Et parmi les indications, c'était on greffait aussi les maladies de surcharge. Mais je crois à notre niveau, il faudra plus y penser. Ne vous investissez pas du tout aujourd'hui dans les indications. Cherchez à chercher la greffe de moelle. Aujourd'hui, on s'en écarte de plus en plus. Le principe de la greffe, c'était détruire les cellules de surcharge et ramener détruire les cellules macrophages et ramener d'autres cellules. Donc c'était un peu ça le principe. Donc la cellule pathologique, on la détruisait totalement et on greffait le patient. Mais en fait, c'est doué de mortalité, doué de gravité, de séquelles, etc. etc. Et la greffe, aujourd'hui, dans ses indications, devient de plus en plus limitée. Ce n'est plus aussi large qu'elle l'était, exactement de fait de la venue de l'enzymothérapie, etc. etc. La venue sera vers la thérapie génique, ça va certainement, c'est ça un peu. Mais la greffe, je crois qu'à notre niveau, ne cherchons pas à les solutions greffe de moelle, ce n'est pas la bonne voie. La bonne voie maintenant, c'est l'enzymothérapie. Merci pour cet éclaircissement, cher ami. Merci. Donc, on va peut-être passer à la deuxième présentation. Merci, professeur Bouskraoui.